Annalisa Capellini, la guerre au Soudan qui fait rage depuis 2023 entre les paramilitaires et l'armée s'est intensifiée ces derniers jours. Le conflit provoque la pire crise humanitaire selon l'ONU. Quelle est la situation? Les massacres sont d'une telle intensité alors que le sang qui reste sur le sol après les tueries est visible depuis l'espace, depuis les images satellites. Et les récits qui nous parviennent des rares survivants de la ville d'El Fasher, ils sont parfaitement insoutenables. C'est difficile d'avoir un bilan à l'heure qu'il est, mais on parle d'un massacre de masse comparable uniquement au Rwanda. On parle d'un possible génocide au Darfour. Oui, c'est une situation que le Darfour a déjà connue il y a 20 ans. C'était le même schéma, c'était l'épuration des communautés non arabes. En 2003, il y avait eu 300 000 morts et près de 3 millions de déplacés. Encore une fois, il est trop tôt pour avoir un bilan pour ce qui est en train de se passer, mais il suffit de regarder ce qui se passe à El Fasher ces derniers jours. El Fasher, c'est justement au Darfour, c'est dans l'ouest du Soudan. C'était la dernière grande ville du Darfour qui était encore aux mains de l'armée régulière. Elle est tombée il y a seulement quelques jours après un an et demi de siège. Donc les soldats qui ont pris la ville sont en train de massacrer tous les derniers survivants qui sont restés piégés dedans. Donc les responsables de ce massacre sont les FSR, les forces de soutien rapide. C'est une milice, ce sont des rebelles guidés par le général Hemeti qui sont en guerre depuis le printemps 2023 contre les forces armées soudanaises. Donc on va dire ce sont les forces armées régulières, c'est reconnu par la communauté internationale, qui sont guidées, elles, par le général Abdel Fattah al-Burhan. Donc c'est une guerre civile qui a dégénéré. C'est quoi l'enjeu précisément autour du Darfour? C'est une région stratégiquement clé, déjà parce que c'est par là que transitent les armes et le carburant en provenance de Libye, et puis parce que c'est là que se trouvent les mines d'or. Et donc évidemment, le camp qui va mettre la main sur ces mines d'or va pouvoir financer sa guerre beaucoup plus aisément. Parce que maintenant que le Darfour est tombé, les forces de soutien rapide vont donc élargir le conflit à tout le pays. Le prochain objectif, ça sera le Kordofan, c'est la région juste à côté, c'est la région juste à l'est du Darfour. Là aussi, c'est une région stratégique parce qu'elle relie l'ouest à la capitale Khartoum et donc après potentiellement à la mer, et aussi parce que c'est par là que passent tous les convois humanitaires. Que dit la communauté internationale? Il y a une grande inquiétude évidemment qui fait tâche aussi avec le grand silence qui entoure cette guerre. L'ONU alerte depuis des mois sur la situation humanitaire au Soudan, le Darfour en particulier qui est une région extrêmement pauvre, touchée déjà il y a 20 ans par le génocide et puis par la famine, par une extrême pauvreté. Donc la crise est en train de devenir incontrôlable selon Antonio Guterres. La seule chose qui pourrait arrêter cette spirale de violence, c'est un cessez-le-feu. Les États-Unis y travaillent, ils sont en train de discuter avec les deux parties. Washington a même soumis une proposition de trêve à la mi-septembre, proposition restée lettre morte depuis. Il y a des soupçons d'ingérence aussi. Oui, ça complique évidemment davantage le conflit. L'armée officielle est soutenue par l'Égypte, par l'Arabie Saoudite, par l'Iran, par la Turquie. Les FSR, donc les rebelles, elles ont reçu des armes des Émirats arabes unis et de la Libye du maréchal Haftar. Attention, tous ces pays nient leur implication pour l'instant. Et puis le conflit attise aussi les appétits économiques, notamment du côté de la Russie, à travers le groupe paramilitaire Wagner, qui profite du chaos pour exploiter justement ces mines d'or soudanaises et pour extraire plusieurs milliards d'or par an. Le Monde qui bouge, ça retrouve un replay et un podcast sur l'application BFM Business.